Élection à l'Union africaine, Raila Odinga annonce sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine visant les élections de février 2025. Les détails dans ce journal. Et puis l'état-major burkinabé ouvre une enquête sur une vidéo choquante de violence impliquant des volontaires pour la défense de la patrie. C'est tout pour les titres. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur le journal international de ce lundi 11 novembre. L'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga a lancé officiellement sa campagne électorale pour devenir président de la Commission de l'Union africaine. Les États membres éliront le successeur du Tchadien Moussa Faki Mahamat lors du sommet de l'UA en février 2025. Le candidat a présenté sa vision et son programme aux médias à Addis Abeba. Dans un discours et des réponses quelque peu digressives, Raila Odinga a abordé pêle-mêle les thèmes porteurs du programme qu'il appliquera s'il est élu, tels que la priorité au développement économique, au commerce intra-africain et à la lutte contre le réchauffement climatique, avec un accent porté sur les différents projets d'infrastructure de transport continental. Celui qui se présente comme le champion du panafricanisme veut aussi renforcer les standards obligatoires pour les États membres. Ce qu'il faut faire, c'est établir des normes minimales de base qui doivent être appliquées pour qu'un pays puisse rester membre de l'Union. Il existe un mécanisme africain d'évaluation par les pairs, mais il faut prendre au sérieux les rapports émanant de l'institution, appliquer ses recommandations et renforcer la démocratie. Raila Odinga est soutenu dans sa candidature par son opposant politique, le président William Ruto. Finir une carrière politique avec brio, avec ce poste à la tête de la commission de l'UA, le quintuplé perdant aux élections présidentielles kenyanes voudrait faire sa carrière politique avec brio. Encore faudra-t-il convaincre les 54 autres États membres que l'énergie est toujours là, à 80 ans, pour assurer un mandat de 4 ans à ce poste renouvelable une fois. Dans cette course électorale, Odinga a 3 rivaux, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le Mauricien Anil Gayan et le Malgache Richard Randriamandrato. C'est l'émotion au Burkina Faso après la diffusion sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière d'une vidéo d'environ 2 minutes montrant une dizaine de personnes se présentant comme des volontaires pour la défense de la patrie, découpant un cadavre à la machette. Dimanche, l'état-major burkinabé a réagi, annonçant l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'authenticité et l'origine de la vidéo, afin que les personnes concernées répondent de leurs actes si toutefois les faits sont avérés. La tête et les membres supérieurs sont sectionnés et brandis comme un trophée. Le ventre est dehors. Nous les avons battus, crie l'une des personnes en montrant du pied la tête coupée. Tout va finir cette année. Que Dieu bénisse les VDP, lance un autre, dans une ambiance de joie. Tous les intervenants sur la vidéo s'expriment en dioula, l'une des langues officielles du pays, mais rien ne permet d'identifier le lieu, la date ou les auteurs de ces mutilations. Les activistes réfugiés en dehors du Burkina Faso dénoncent ces actes sur les réseaux sociaux. La vidéo a également été partagée sur des groupes WhatsApp privés. Mais les Burkinabés évitent depuis plusieurs mois de commenter tout fait impliquant des soldats ou des volontaires pour la défense de la patrie VDP, de peur d'être accusés de démoralisation ou d'entrave à la lutte contre le terrorisme. Mais la vague d'émotions suscitée par cette vidéo a poussé l'état-major à réagir dimanche soir. Ce acte inqualifiable est contraire aux valeurs militaires et morales inculpées au personnel des forces armées nationales ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, a fait savoir l'état-major dans un communiqué. Cela transgresse les règles d'engagement des unités sur le terrain, ajoute-t-il. Régulièrement accusée d'exécution extrajudiciaire, l'armée burkinabé a toujours démenti, pointant parfois des groupes armés utilisant du matériel militaire. À l'initiative du parti Les démocrates de l'ancien président Thomas Boni Yayi, plusieurs formations de l'opposition béninoise ont créé un cadre de concertation ce dimanche 10 novembre à Cotonou. L'objectif est de réparer une démocratie abîmée et s'assurer que les élections générales de 2026 seront libres et transparentes.
Même s'ils l'ont baptisé cadre de concertation, la coalition qui rassemble les démocrates, le mouvement pour la libération, la grande solidarité républicaine, la nouvelle force nationale et le mouvement Nous le ferons ressemblent bel et bien à un front de l'opposition dirigé contre le président du Bénin, Patrice Talon. Alors que dans les discours, l'expression union sacrée a notamment été utilisée, un délégué a quant à lui déclaré que lorsqu'une génération est menacée, le combat individuel ne suffit plus. Avec en ligne de mire les élections générale de 2026, les orateurs ont dénoncé à la tribune la gouvernance du chef de l'État et estimé qu'il était désormais temps de remettre le pays dans le droit chemin. À cette fin, le cadre des concertations de l'opposition s'est déjà doté d'une feuille de route. Il y aura à l'adresse du président de la République la proposition de réaliser un audit du fichier électoral afin d'avoir des élections apaisées. Puis, notre second mandat sera celui du chantier électoral qui divise le pays. Il faudrait qu'une rencontre soit organisée pour essayer de sortir de toutes les questions qui fâchent, énumère le député Joël Godonou. Le dirigeant de cet nouveau front de l'opposition, Eugène Azatassou, y ajoute lui deux autres exigences. La libération des détenus politiques d'une part, le retour des exilés de l'autre. Si la coalition ne comprend à ce stade que 5 formations, Éric Oundété, le vice-président des démocrates, espère que la famille s'agrandira prochainement. Quant à sa durée de vie, contrairement à tout ce qui a été fait par le passé, le cadre de concertation est né pour tenir jusqu'aux élections de 2026, affirme Daniel Eda, le président du mouvement Nous le ferons. La nouvelle coalition est dirigée par un bureau composé de 6 membres dont les démocrates occupent la présidence et le secrétariat exécutif. La COP29 qui s'ouvre lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, doit mettre l'accent sur l'épineuse question de la finance climatique. Un sujet central pour le groupe des pays les moins avancés, en première ligne du réchauffement climatique. France 24 décrypte les enjeux pour ce groupe de pays majoritairement africains. La COP29 s'ouvre à Bakou en Azerbaïdjan avec comme principal enjeu les négociations sur l'augmentation de l'aide financière des pays développés aux pays en développement pour soutenir leur transition énergétique et leur adaptation aux effets du changement climatique. En 2022, cette aide s'élevait à 116 milliards de dollars annuels, mais les pays en développement demandent désormais des montants s'élevant à des milliers de milliards. Les pays occidentaux jugent ces demandes irréalistes. Le président de la COP29, Mokhtar Babayev, appelle à des centaines de milliards, soulignant l'urgence climatique. Le président de l'ONU Climat, Simon Istiel, insiste sur la nécessité d'un financement ambitieux bénéfique pour toutes les nations. L'élection de Donald Trump 6 jours avant la conférence et son intention potentielle de retirer à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris compliquent les discussions. Les Européens promettent de compenser ces retraits, bien que peu de dirigeants tels qu'Emmanuel Macron et Olaf Scholz soient présents à Bakou. Les pays en développement regroupés sous le bloc G77 plus Chine demandent une augmentation substantielle de l'aide, tandis que les pays riches expriment des réserves face à une période d'austérité et à un désengagement américain. Les négociateurs chinois refusent toute modification des accords actuels qui stipulent que seuls les pays développés doivent fournir ces financements. L'ONU Climat souligne que l'inaction pourrait coûter cher à toutes les économies, y compris celles des pays du G20, et appelle à une mobilisation urgente. Tout juste élu, Donald Trump a demandé dimanche aux sénateurs de le dispenser de leur approbation pour nommer les hauts responsables de son administration. Le président élu américain Donald Trump a demandé dimanche 10 novembre aux sénateurs de le dispenser de leur approbation, en principe obligatoire pour nommer les plus hauts responsables de sa future administration. Un article de la Constitution américaine permet au président de procéder à des nominations sans qu'elles soient approuvées par le Sénat quand ce dernier n'est pas en session. Mais cette disposition est rarement activée, les sénateurs s'arrangeant habituellement pour siéger au moment des nominations et exercer ainsi leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Le Parti républicain a regagné la majorité au Sénat qui se réunira en janvier pour prêter serment, mais les élus démocrates pourraient tout de même ralentir le processus d'approbation des nominations. Parfois, les votes peuvent prendre 2 ans ou plus. C'est ce que les démocrates ont fait il y a 4 ans et nous ne pouvons pas laisser cela arriver de nouveau.
s'est insurgé dimanche sur X, le président élu en référence à son premier mandat de 2017 à 2021. Le Sénat américain examine et confirme par un vote, d'abord en commission puis en séance plénière, les nominations des ministres, de leurs adjoints, mais aussi des ambassadeurs, des responsables militaires, des directeurs des multiples agences fédérales et des juges, notamment ceux de la Cour suprême. Aucun juge ne doit être approuvé avant que les républicains n'aient choisi leur leader et pris leurs fonctions au Sénat, a ajouté Donald Trump dimanche. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure.